imaginez si on n'avait plus à se soucier réellement des variants, si on était là convaincu que le vaccin allait fonctionner, peu importe les variations du coronavirus. Mais on n'est pas dans de la science-fiction. En fait, la science avance vers la création d'un vaccin universel, entre autres du côté de l'Europe, et ça retient évidemment beaucoup l'attention et ça rendra un grand service à l'humanité, là, avouons-le, parce que la question des variants, plus ça va, plus ça prend de la place dans l'organisation de la gestion de la pandémie. On va en parler avec le professeur au Cégep de l'Outaouais et microbiologiste Patrick Filion. Bonjour, Patrick. Bonjour, Marie-Lou. Un vaccin universel, là, de ce que je comprenais de la part des scientifiques, c'est que vraiment, au lieu de cibler la paroi extérieure du virus, le vaccin attaque le cœur du virus. Oui, dans le fond, on va cibler une protéine qui se retrouve à l'intérieur, donc ce qu'on appelle souvent une nucléoprotéine. Donc, c'est pas une protéine qui est à la surface comme on le voit généralement, mais ces protéines-là vont souvent être beaucoup plus stables, parce que si une mutation survenait dans ces protéines-là, le virus ne serait tout simplement plus viable, donc il s'éteindrait de lui-même. Donc, si une mutation, tant pis pour lui, tant mieux pour nous, mais si la protéine demeure stable, eh bien, un vaccin comme celui-là, universel, pourrait reconnaître la dite protéine. Si on prend l'exemple du coronavirus, cette protéine-là serait stable pour le coronavirus que l'on connaît, de la pandémie que l'on subit tous depuis 1 an, mais reconnaîtrait aussi la même protéine chez les variants et même chez les petits cousins de notre coronavirus qui avait causé le SRAS il y a une vingtaine d'années au Canada et un variant aussi au Moyen-Orient qu'on appelle le MERS qui cause des problèmes respiratoires. Donc, un même et unique vaccin pourrait nous couvrir contre tous les variants, le coronavirus et même les cousins SRAS et MERS. C'est quand même assez incroyable. Mais ce serait extraordinaire. Et le coronavirus, je lisais qu'il y avait 7 types de coronavirus qui infectent couramment les humains. 3, évidemment, que vous avez nommés qui sont vachement plus problématiques. Oui. Mais aussi le nom coronavirus, je ne savais pas, mais ça veut dire virus à couronne. Ça explique un peu le dessin que l'on voit du fameux coronavirus. Oui, la fameuse représentation que vous voyez là, avec les espèces de les petites pointes, les petits pics à la surface. Puis ces petits pics-là, dans le fond, on les appelle les protéines Spike S. Puis généralement, le vaccin que l'on connaît présentement cible beaucoup cette protéine-là parce que c'est la protéine, dans le fond, qui sert de clé au virus et les serrures sont sur nos cellules. Donc, le virus utilise sa clé pour entrer en nous. Mais le virus, avec ses différentes variations, peut faire modifier ou changer légèrement cette clé-là et les vaccins et notre système immunitaire devient un petit peu inefficace. Donc oui, les coronavirus ont tous cet aspect-là de couronne. Et si les gens ne savent pas, les coronavirus causent 15 à 30 des rhumes communs aussi. Donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Les coronavirus, on les connaît très bien depuis plusieurs années, mais clairement, le SARS-CoV-2, celui qui cause la COVID-19, lui, c'est le petit nouveau, puis on aurait préféré ne jamais le connaître. Oui, bon non, ça, assurément, on s'entend tous là-dessus. Oui. Mais quand même, c'est assez particulier de voir que on est rendu en février 2021 et là, on commence à parler de ce vaccin universel. Ça fait longtemps, dans le fond, qu'on aurait pu plancher sur cette solution-là, même à l'époque du SRAS. Oui. Puis déjà, à l'époque du SRAS, on parle de 2002-2003, on avait été dans l'incapacité de produire un vaccin point. Okay? On n'avait pas réussi à trouver les bonnes stratégies, les bonnes façons. Donc, déjà qu'on ait réussi à le faire avec la COVID-19, c'est déjà très, très bien. Mais ce sont des virus très capricieux, comme on le sait. Ce sont des virus qui subissent des mutations, donc des changements. Donc, ça devient très difficile de créer un vaccin qui va être efficace, okay, et les reconnaître. Mais moi, je peux dire, les technologies ont évolué beaucoup. Okay? En 20 ans, là, on a fait des pas de géant dans la recherche et dans les méthodes. Parce que juste le fameux vaccin universel dont tu viens de parler, qui reconnaîtrait des protéines internes, c'est quand même un défi supplémentaire. Parce qu'il faut que le système immunitaire ait accès à cette zone-là, on va dire, du virus. Donc, c'est quand le virus est en train de se construire qu'on va pouvoir l'attaquer. Donc, c'est un défi supplémentaire. Donc, maintenant, la technologie le permet et on est en droit de rêver là, que d'ici peut-être quelques années, si ça fonctionne, on pourrait avoir un vaccin universel contre la COVID, mais aussi contre la grippe. Il ne faut pas l'oublier. La grippe, on n'en parle plus depuis 1 an. Mais la grippe aussi change, évolue. C'est pour ça que à chaque année, dans le fond, on reçoit un vaccin différent contre ce virus-là. Mais on pourrait aussi créer un vaccin universel. Et d'ailleurs, la recherche de vaccins universels a commencé par la recherche contre la grippe. Mais là, force
par la force des choses, on s'est viré vers la COVID et ses différents variants, mais c'est une avenue extrêmement prometteuse et intéressante. Si on pouvait créer ces vaccins-là, on pourrait ne plus se soucier, dans le fond, des variants et du coronavirus lui-même. Oui, et Patrick, vous avez dit que le système immunitaire, avec un vaccin universel comme ça, pourrait attaquer le virus quand il se construit? Oui, c'est que, dans le fond, dans nos propres cellules, dans le fond, c'est nos cellules qui fabriquent les particules virales. Donc, pendant que le virus s'assemble, on pourrait aller déjouer un petit peu ces processus de fabrication-là et mieux ou plus efficacement le cibler. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu plus complexe comme approche, parce que cibler quelque chose qui est à l'extérieur d'un virus, c'est plus facile, mais c'est plus risqué parce que le virus évolue. Mais de s'en prendre à une protéine qui est située à l'intérieur, puis là, quand je parle de l'intérieur, c'est que vous avez une enveloppe lipidique autour du virus, parce que le coronavirus est un virus enveloppé, puis en plus, il y a une capsule de protéines, donc il y a quand même plusieurs étapes à traverser. Donc, c'est un défi, mais on est en train d'en venir à bout et de trouver une façon justement d'attaquer ces protéines internes-là, ces nucléoprotéines-là, et si on réussit à le faire, ça va être, comme je me répète, mais ça va être fantastique. Oui, c'est vraiment spectaculaire. Je sais, Patrick Fillon, que vous n'êtes pas dans les laboratoires de Pfizer, Moderna et autres, mais comment les vaccins actuels, là, qui sont déjà en circulation, fonctionnent? Parce que, bon, là, je comprends que le vaccin universel attaque le cœur. Ça veut dire que les autres vaccins attaquent quoi? L'enveloppe lipidique? Ça va être en fait les protéines qu'on va retrouver à la surface. Là, je parle des virus, par exemple, comme la grippe ou la COVID, les vaccins que l'on a présentement, là, ce sont des protéines qui ont à la surface. Donc, les vaccins vont favoriser la reconnaissance de ces protéines-là et notre système immunitaire va les attaquer. Il y a d'autres vaccins, par exemple, comme contre le tétanos, donc on va cibler une toxine bactérienne, la diphtérie, c'est la même chose. Donc, on va cibler des structures qui sont vraiment à la surface du virus ou de la bactérie. Mais là, c'est vraiment particulier, c'est qu'on va aller cibler quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, c'est vraiment on est dans un autre domaine, c'est justement l'avancée des technologies qui nous permet de le faire. On n'aurait pas pu penser ou rêver peut-être même de faire des vaccins comme cela il y a 20, 30 ans. Avec les technologies, ça aurait été pratiquement impossible. Non, en effet, la technologie aide beaucoup, mais j'ai entendu beaucoup d'experts dire depuis les derniers mois, Patrick, que le fait qu'on arrive aujourd'hui avec un vaccin contre la COVID-19, c'est bien évidemment attribuable au génie humain, de un, mais aussi à l'argent, parce que rares sont les recherches qui sont financées à coût de millions de dollars rapidement, là. Oui, puis même, je rajouterais un zéro, là, ou des zéros, c'est des milliards de dollars qui ont été investis. Donc, les gouvernements, les compagnies, puis les compagnies elles-mêmes comme Pfizer ou des compagnies comme GSK ici au Québec, au Canada, vont avoir des équipes relativement restreintes là, pour produire des vaccins, disons, plus communs. Mais là, on a doublé les équipes, triplé les équipes, on a investi des milliards de dollars, donc on a pu amener plusieurs cerveaux à travailler ensemble pour développer. Donc, on voit que dans l'urgence, l'être humain peut très rapidement se réorganiser et trouver des solutions. Moi, ça me fascine. Ça a été un effort mondial. C'est sûr que les compagnies vont travailler chacun de leur côté pour avoir, disons, le bénéfice monétaire de la chose, mais il y a quand même eu beaucoup de partage d'informations. Donc, il y a eu des sommes comme on n'en a jamais vues qui ont été investies, plus de gens qui travaillaient. Donc, tout ça nous a permis, puis avec la technologie aussi, là, les fameux vaccins à ARN, ça aussi, c'est nouveau. Donc, tout ça mis ensemble, on a pu produire un vaccin en moins d'1 an qui est très efficace en plus. Oui, et je salue aussi au passage les premiers scientifiques qui ont osé partager le séquençage du virus, du coronavirus. Ça prenait beaucoup de... Ça prenait beaucoup de courage parce que c'était des scientifiques en Chine et ce séquençage-là a permis à toute une communauté internationale de scientifiques de déjà commencer à travailler sur des solutions rapidement, là. Absolument, parce que si on n'avait pas eu ce séquençage-là, donc l'espèce d'alphabet du virus, on n'aurait pas été en mesure de créer justement rapidement ces fameux vaccins à ARN-là. Donc, en ayant la séquence, on peut la reproduire en laboratoire et ainsi produire le vaccin. Donc, les médecins et les scientifiques, entre autres chinois, là, qui ont permis ce séquençage-là rapide et la transmission de l'information, ça l'a aidé tout le monde. Puis ça, justement, dans le domaine scientifique, c'est des choses souvent qu'on garde cachées parce qu'on veut être la première compagnie, le premier laboratoire à développer un vaccin, un médicament. Donc là, ça l'a aidé tout le monde et on a les résultats que l'on voit avec Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, etc., de toutes les compagnies qui ont pu sortir des vaccins
beaucoup plus rapidement parce qu'il y a eu partage d'informations. Êtes-vous optimiste, Patrick Fillon, pour la suite des choses? Oui, je suis optimiste. Puis là, je dis optimiste, je veux pas qu'on pense que la victoire est assurée. Donc, il faut continuer à faire observer certaines mesures de distanciation, les mesures sanitaires et tout. Mais à moyen, long terme, moi, j'ai confiance qu'on va pouvoir beaucoup mieux contrôler, protéger la population par les vaccins, que ce soit un vaccin universel ou même juste les vaccins que l'on a en les modifiant un petit peu de façon annuelle, si c'est ça que ça prenait. Mais oui, je suis très positif pour la suite des choses. J'ai l'impression que d'ici quelques mois, peut-être quelques années maximum, là, ça va être cette pandémie-là, on va en parler au passé. Je vais en parler au passé dans mes cours et j'ai très hâte de le faire. Oui, je suis convaincue. Et salutations à vos élèves. Ils ont bien de la chance de vous avoir devant la salle de cours. Patrick Fillon, c'est toujours un plaisir. Merci infiniment. De plaisir, bonne soirée. Bye bye. Patrick Fillon, qui est microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.